Rio 1992, sommet mondial du développement durable. Alarmé par la dégradation des conditions d'existence de l'homme sur sa planète, le monde entier a décidé de se réunir afin de mener une réflexion approfondie sur ces enjeux. La philosophie qui en est ressortie se résume ainsi. Comment puis-je satisfaire aujourd'hui à mes besoins sans mettre en péril le fait que les générations futures devront aussi satisfaire aux leurs? Convaincus par l'urgence des mesures à prendre, la plupart des pays ratifièrent une convention s'engageant à mettre en œuvre une plateforme d'action appelée Agenda 21. Dès 1995, la Confédération helvétique publie son Agenda 21 et parallèlement à cette démarche décide, pour la future exposition nationale, de sensibiliser très largement la population suisse sur les enjeux liés au développement durable. Un concours d'idées a été lancé et rapidement émergea le concept de construire une sphère en bois, métaphore du globe terrestre, qui allait illustrer les trois composantes du développement durable. Comment tendre vers un équilibre entre une économie performante, une société solidaire et un environnement intact. C'est ainsi qu'est né le Palais de l'équilibre. Dès le début de ce projet, la Conférence suisse de l'économie du bois, aujourd'hui l'ICNOM, s'enthousiasma pour le projet. Les milieux du bois comprennent immédiatement que cet ouvrage emblématique est une occasion unique de revaloriser leurs matériaux. Dès 1998, Marc-André Oumar, actuel président de l'ICNOM suisse, avec l'aide compétente de son directeur technique, M. Hermann Blumer, met en place, en accord avec les délégués de la Confédération, une équipe de planificateurs artistiques susceptible de mener le projet à son terme. Développement durable est une notion qui est connue dans les milieux forestiers depuis le milieu du 19e siècle. Il s'agissait déjà à ce moment-là de conserver la forêt. Aujourd'hui, on parlerait plutôt de gestion durable. C'est-à-dire que nous devons mettre la forêt en situation de pouvoir remplir ces trois fonctions, fonction de protection, fonction de production de matériaux et également fonction sociale. Le choix pour la réalisation s'est finalement porté sur les Genevois Hervé Décimo et Thomas Buchy, respectivement architectes et ingénieurs en construction bois. La rencontre de ces deux hommes n'est pas un hasard. Hervé Décimo milite depuis de nombreuses années en faveur d'une plus grande intégration du bois dans la construction, alors que Thomas Buchy maîtrise parfaitement les techniques novatrices permettant la mise en œuvre de structures audacieuses. Contrairement aux préjugés encore trop largement répandus aujourd'hui, à savoir que le bois n'est bon qu'à construire des chalets, des hangars agricoles ou cabanes de jardin, le formidable essor que les écoles polytechniques fédérales ont imprimé depuis 20 ans, avec l'aide de personnalités remarquables telles que Jean-Marc Ducret, Hermann Blumer ou Fritz Rutz, permet aujourd'hui de réaliser n'importe quel ouvrage au même titre qu'une construction en béton ou en métal. À titre d'exemple, on peut voir des complexes sportifs, des écoles, des halles d'exposition, des maisons individuelles aux formes les plus variées ou des ouvrages symboles. La pensée collective véhicule l'idée qu'abattre un arbre est nuisible pour l'environnement. Or, c'est tout le contraire. La croissance annuelle de la forêt suisse est d'environ 9 millions de mètres cubes et à ce jour, seule la moitié de ce formidable potentiel est exploitée. Tout le reste est laissé à l'abandon. Une forêt mal entretenue subit des dépréciations. Le challenge pour qu'une forêt soit maintenue en bonne santé est d'atteindre un niveau de stabilité entre croissance et exploitation. Pour cela, il faut donner un débouché économique à cette matière première et là, nous sommes au cœur de la philosophie du développement durable. Si l'on sait que l'on a utilisé près de 2500 mètres cubes de bois brut pour construire le palais de l'équilibre et que la croissance de la forêt est de 800 mètres cubes à l'heure, eh bien, toutes les 3 heures, il pousse en Suisse un palais de l'équilibre. Il aura fallu 2 ans de travail acharné aux planificateurs pour ramener le budget initial de 18,5 millions de francs aux 14 imposés par le maître de l'ouvrage, sans pour autant sacrifier des éléments essentiels tels que la force de l'architecture, la finesse et l'élégance de la structure, ainsi qu'une scénographie ludique. Des milliers de pages de calcul, des centaines de plans d'architectes et d'ingénieurs, d'appels d'offres, de mails ont été nécessaires pour élaborer et concevoir le palais de l'équilibre.
Cela représente plus de 17 000 heures de travail. L'utilisation des dernières innovations informatiques a été déterminante pour ces bâtisseurs de cathédrales. Le site finalement retenu à Neuchâtel sera l'amphithéâtre existant, à quelques mètres du port. C'est une chance inespérée d'avoir pu trouver un lieu aussi adapté à sa géométrie. Les entreprises du génie civil, sous la conduite du bureau d'ingénieurs civils bernois Emsch et Berger, s'affairent à l'achèvement des fondations. L'instabilité du terrain composé de remblais allait poser un problème. Comment transmettre dans le sol des charges de plus de 150 tonnes par appui que représentent les piliers du palais sans que ce dernier ne subisse des déformations préjudiciables à son équilibre? Pour remédier à ce risque, 36 pieux d'une longueur de 13,5 mètres sont bétonnés dans le sous-sol neuchâtelois. Une ceinture de base est réalisée. Elle est constituée de profilés acier assemblés destinés à reprendre les efforts de traction horizontaux liés à la descente de charge. L'impressionnant dédale de canalisation, conduite et autres tuyaux présents dans le sous-sol oblige les concepteurs à revoir toute la géométrie de la ceinture porteuse. Le plancher de réception de la plateforme d'entrée est constitué de poutres en lamelé collé d'une épaisseur de 120 mm, posées à plat et renforcées par un solivage auxiliaire embrevé dans la ceinture métallique. Cette mise en œuvre particulière va permettre au futur plancher de supporter le poids des engins de levage ainsi que l'échafaudage central. Un des grands défis technologiques pour édifier le palais de l'équilibre, qui culmine à 27 mètres d'altitude, soit la hauteur d'un immeuble de 10 étages pour un diamètre de 40 mètres, est de répondre à la demande architecturale qui exige finesse et élégance. Pour atteindre ces objectifs, la technique du lamelé-collé a été largement utilisée. Les planches préalablement débitées en scierie, puis séchées et conditionnées à un taux d'hygrométrie de 10%, sont ensuite, au début de la chaîne de fabrication, triées au moyen d'ultrasons avec le procédé Silvatest qui permet de connaître scientifiquement la résistance exacte de chaque planche de bois. Cette innovation technologique remarquable permet d'économiser 30% de matière par rapport à l'ancestrale méthode de triage visuel. Les planches sont ensuite coupées en long, puis aboutées, rabotées et collées contre un gabarit qui va lui donner le cintrage demandé. Les serre-joints hydrauliques donnent la pression de serrage nécessaire à la reprise des efforts dans la future membrure. La section des arcs, appelée ferme, d'un diamètre de 60 cm, a été obtenue en recollant 3 pièces les unes contre les autres. Le façonnage final a été effectué par un robot de taille, entièrement assisté par ordinateur. C'est ainsi qu'une liaison directe est réalisée entre le bureau d'ingénieurs et les entreprises au moyen de fichiers transmis par mail, ce qui limite les risques d'erreur et garantit une précision au dixième de millimètre. Une des pièces maîtresses de l'ouvrage qui a été réalisée par l'entreprise Ducret à Orge est la couronne sommitale appelée Vortex. Elle est travaillée entièrement en section ronde d'une hauteur de 5 mètres pour un diamètre de 6 mètres. C'est une première mondiale que de réaliser une partie d'ouvrage de ce type entièrement en bois. Des précautions particulières ont dû être prises lors des études, ainsi que lors du transfert de données informatiques vers les robots de taille. Les assemblages sont réalisés au moyen du système Fairwood, qui se compose de tiges filetées métalliques pré-percées et liées avec une résine spéciale. Ce principe révolutionnaire est au bois ce que la soudure est à la construction métallique. C'est un des aspects déterminants dans la réussite du projet. Comment procéder au levage de cette structure pour garantir un réglage parfait? Après une étude minutieuse, la méthodologie de montage adoptée consiste à construire une tour d'échafaudage de 23 mètres de hauteur, de l'aubaner et d'y poser la couronne. Cette phase est particulièrement cruciale et spectaculaire. L'intervention d'un géomètre s'avère indispensable pour régler au millimètre les axes de direction et les niveaux. Une erreur, même infime, compromettrait toute la mise en place des éléments préfabriqués. Pour mener à bien cette réalisation, un appel d'offres est lancé sur le plan national.
Ce sont 2 groupes constitués de 11 entreprises alémaniques et romandes qui sont retenus. Le Palais de l'Équilibre est un de ces projets fédérateurs qui permet de gommer les barrières linguistiques et culturelles propres à la Suisse. Un jeune maître charpentier pilote le consortium bois avec efficacité, Thomas Gürtner. Je vous parle comme pilote du consortium sphérique dont 5 entreprises de la Suisse allemande et puis 6 de la Suisse romande. Le Palais de l'Équilibre nous montre ce qui est possible de construire actuellement avec le bois. Et là, on est assez fiers qu'on est arrivé à vraiment bien travailler ensemble et puis de faire le pas sur le Röstigraben et puis de diminuer aussi un peu l'image des 2 langues ou bien des 2 côtés de la Suisse qui parfois sont assez éloignés. Le levage est confié à l'entreprise neuchâteloise Tchepet, sous la direction d'un chef de chantier expérimenté, Éric Moret. Une cérémonie est organisée le 3 septembre 2001 pour le montage des premières fermes en présence des élus genevois aux chambres fédérales. Sur le plan politique, un projet aussi complexe que le Palais de l'Équilibre a été soumis à bien des turbulences et a failli ne jamais voir le jour. Convaincue de la qualité du projet, Françoise Saudan, présidente du Conseil des États, mobilise les élus et crée une dynamique favorable. Grâce à cette action, le Conseil fédéral donna l'ultime feu vert. Je dois dire que j'ai été extraordinairement frappée par l'engagement des architectes dans ce projet, car nous avons été confrontés alors à des problèmes qui étaient des problèmes importants à la suite des premiers déboires financiers d'Expo 01. Et je ne peux que relever le courage et la volonté, la ténacité dont ont fait preuve messieurs Buchy et Décimo pour porter ce projet à son terme. Moi, je le trouve absolument magnifique. Et la manière dont le projet a été conçu et présenté concrétise et met à la portée de chaque citoyen les défis auxquels nous sommes confrontés et qui doivent être relevés non seulement par l'économie, non seulement par le politique, mais également par chaque citoyen. La mise hors de l'eau de la sphère intérieure se poursuit au moyen d'éléments préfabriqués, en forme de quartier d'orange constitué de 2 couches de panneaux OSB vissés sur un châssis lamelé collé cintré. C'est l'entreprise Gaille qui est chargée du débitage et de l'assemblage des éléments. Les rampes d'accès sont mises en place avant la pose de la sphère extérieure, afin de laisser aux engins de levage leur marge de manœuvre. Inscrire des rampes hélicoïdales entre 2 sphères est une gageure de géométrie descriptive, puisque leur largeur varie constamment. Contrairement aux fermes de la sphère intérieure, qui sont de section carrée, les arcs extérieurs sont ronds. D'une longueur de 35 mètres, ils sont livrés, en raison des gabarits de transport, en 2 éléments. Un joint de montage, recouvert d'une collerette, lie les 2 fermes. Planifiées pour permettre une mise en œuvre simple et rapide, les pièces de liaison ne sont constituées que de boulons et d'écrous. Tout le palais de l'Équilibre se monte et se démonte comme un jeu de mécano. La descente de charge des efforts du vent vers le sol est assurée au moyen de 4 travées de diagonales métalliques de type Swiss Gevy. Des liernes de cerclage horizontal sont liées entre les arcs et stabilisent l'ensemble de la construction. L'habillage des rampes et des balustrades est réalisé par l'entreprise Mosiman, au moyen de panneaux en épicéa multipli. Pour réaliser le revêtement extérieur constitué de lamelles horizontales en Douglas, les planificateurs ont l'idée d'aller chercher à Hanovre le bois du pavillon suisse élaboré pour l'exposition universelle par l'architecte Peter Zumthor. La section et le nombre impressionnant de carrelets se prêtent à merveille pour être recyclés et trouvent ainsi une deuxième vie utile au service du Palais de l'Équilibre. Sciés, débités, collés et façonnés sur les machines à commande numérique, ils prennent leur forme définitive. C'est dans l'entreprise Boss, à Thun, que les lamelles sont assemblées et liées sur des liernes préalablement entaillées. C'est un exploit en soi que d'avoir réussi l'exécution d'éléments préfabriqués de ce type, si l'on songe que jamais 2 lamelles n'ont le même rayon ni la même longueur. Encore un chef-d'œuvre de précision. Le Douglas utilisé a une résistance phénoménale aux intempéries et est quasiment imputrescible. Seul inconvénient, l'alternance pluie-soleil peut lui donner une couleur grise peu souhaitable. Pour pallier à ce risque,
un traitement d'appoint est appliqué permettant au Douglas de garder sa belle couleur d'origine flammée. L'instant où l'échafaudage sur lequel toute la sphère est appuyée est enlevé représente un moment délicat. Tout se passe bien, le palais prend son autonomie. La tour d'échafaudage est démontée et le levage de la plateforme intérieure avec sa rampe d'accès peut commencer. Une structure constituée de fermes triangulées posées en étoile est mise en place. Un chevêtre central est intégré. Il permettra ultérieurement de recevoir les appareils de projection nécessaires à la scénographie. Pour accéder au niveau supérieur situé à 8,50 m et à la rampe de sortie qui culmine à 13 m, un ascenseur est érigé. Un plan de sécurité très détaillé est élaboré. Il permet, en cas de sinistre, d'évacuer 800 personnes en moins de 5 minutes. Une installation sprinkler est posée sur tout le palais de l'équilibre comme mesure d'accompagnement. Pour améliorer le confort de la visite pendant les grandes chaleurs de l'été, un système de refroidissement par air pulsé depuis le sol est intégré. Pour consommer un minimum d'énergie, il est rafraîchi astucieusement avec l'eau du lac. Une vision magique s'offre à la vue des habitants de Neuchâtel la nuit, lorsque, telle une boule de feu, le palais de l'équilibre est illuminé. Cet effet est obtenu de manière très simple. Des tubes de néon sont posés le long des arcs. La puissance architecturale du palais de l'équilibre exige un contenu à la hauteur de sa dimension. Les planificateurs Hervé Décimo et Thomas Buchy prennent contact avec la Cité des Sciences de la Villette à Paris, qui par son expérience tant au niveau communication que créateur d'événements, se révèle être le partenaire idéal pour la conception d'une scénographie axée sur le développement durable. C'est avec enthousiasme que Martine Wolf et Frédéric Poisson, chefs de projet, ont relevé le défi. Le visiteur ne fera pas la dissociation entre le bâtiment de son contenu. Et nous avons bâti un scénario en 3 parties qui reprend la perception que le visiteur ou que le citoyen a des questions environnementales et de son devenir sur la planète et du devenir de ses enfants. Que ce soit un moment, un événement, un moment mémorable qui puisse non pas peut-être changer les comportements des gens, je crois que c'est beaucoup plus complexe que ça, mais qui puisse inciter des gens à vouloir en savoir plus, à vouloir aller au-delà, à s'impliquer plus lorsqu'ils seront sortis du palais, sortis d'Expo 02, et donc à renforcer leur citoyenneté pour eux, pour la planète et pour les générations à venir. Le synopsis de contenu de très grande qualité élaboré par la Cité des Sciences répond aux attentes des multiples acteurs impliqués que sont la Confédération helvétique, la filière du bois suisse et l'Union pétrolière suisse en qualité de sponsors. Les compagnies pétrolières opérant en Suisse ont naturellement un petit peu l'image des entités étrangères, bien que on est quand même de vrais Suisses. Et ça, c'était la première raison pour s'intéresser à une participation à l'exposition nationale Expo 01 d'abord et après Expo 02. Les pétroliers, pas seulement en Suisse mais aussi à l'étranger, sont d'avis que le développement durable est une des grands thèmes de l'avenir, en tout cas de ce siècle-là. C'est un grand défi pour le monde. Et nous sommes aussi d'avis que nous faisons pas seulement partie du problème, mais aussi de la solution. La création de cette scénographie est attribuée, après mise au concours international, à OCA2, connu entre autres pour son travail lors des festivités du Millénium à Paris. La Terre a un parfum. Ces mots prononcés par le cosmonaute russe Vladimir Titov imprègne le visiteur dès son entrée dans le palais et le prépare à recevoir le grand choc du monde de l'éveil où véritablement le ciel lui tombe sur la tête. Vivant sur la même planète, nous sommes soumis à des différences climatiques, politiques et économiques importantes. Quel genre d'équilibre règne sur le monde ? Serait-ce le calme avant la tempête ? Dressez l'oreille. J'entends quelque chose, toujours plus nettement. Ne l'entendez-vous pas ? C'est la terre qui pleure. Quand le dernier arbre sera abattu,
la dernière rivière empoisonnée, le dernier poisson capturé, on s'apercevra que l'argent ne se mange pas. Ne nous demandons pas ce que notre terre peut faire pour nous, mais ce que nous pouvons faire pour notre terre. Nous n'héritons pas la terre de nos parents, mais nous l'empruntons à nos enfants. Ce parcours initiatique amène chacun vers une subtile modification de son mode de pensée et de sa manière de vivre. Comment tendre de façon durable vers un équilibre entre une solidarité sociale, un environnement protégé et une économie efficace? Comme prévu, tout est prêt. L'Expo 02 fête son inauguration en présence des autorités de tout le pays. Le Palais de l'Équilibre peut enfin dévoiler ses mystères. Un chef-d'œuvre est offert aux visiteurs. Le bois rayonne au service d'une noble cause. Désormais, le Palais de l'Équilibre appartient à tous. Tout, dans son élaboration technique, prédispose ce symbole emblématique dédié au développement durable à une seconde vie. Cette renaissance pourrait avoir lieu à Genève, comme nous l'explique l'ancienne présidente du Grand Conseil, Madame Elisabeth Reuss de Cray. Le Palais de l'Équilibre a été monté pour une exposition très provisoire et on ne peut pas laisser un monument, une structure comme ça, simplement finir comme la tente à Botta qui avait fini dans un hangar parce que personne n'était intéressé à refaire vivre cet élément. Donc plusieurs facteurs plaident pour que ce palais revienne à Genève. D'abord, il est né dans l'esprit de Genevois, donc il y a une sorte d'attache affective pour que ce Palais de l'Équilibre revienne à Genève. Un autre aspect, c'est que la philosophie qui va être développée dans ce palais pendant toute la période de l'exposition, c'est le développement durable. Genève est très attachée à cette question du développement durable, avait tenté de devenir à un moment donné la capitale de l'environnement. Donc c'est aussi un élément par la philosophie que porte maintenant, l'esprit que porte ce palais qui revienne à Genève. Et puis je crois que c'est quelque chose de beau et qu'on a toujours envie de quelque chose de beau qui pourrait revenir dans notre canton. Le bois, matériau d'une fabuleuse souplesse, autorise un concept où chaque élément est spécialement conçu pour être démonté et remonté à volonté afin que le Palais de l'Équilibre devienne un monument durable. C'est ainsi que l'ont voulu ses concepteurs.